vous avez deviné un petit peu en filigrane l'objet de cette table ronde, c'est de vérifier à travers un petit voyage dans les points clés de notre filière, de notre écosystème, la robustesse de la filière bio-GNV. Et donc nous avons un constructeur, un énergéticien, une AOM, autorité organisatrice de mobilité, et un grand chargeur. Donc je me tourne d'abord vers Clément, et la question que je vais te poser, bien sûr Clément, tu t'en doutes, on a parlé beaucoup de questions réglementaires, de pression pour que les constructeurs et les énergéticiens adoptent l'électricité comme vecteur exclusif de transition vers une mobilité décarbonée. Quelle est la vision d'Iveco sur ce sujet ? Alors, je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité par rapport à ce qu'on a entendu, mais plutôt de vécu. Nous, on a toujours cru qu'il fallait faire l'effort immense, en fait, de développer un mix énergétique, parce que finalement, on serait beaucoup plus heureux si on pouvait rester avec une seule énergie, mais on est convaincu que ça ne marchera pas. Et toute l'expérience des 30 dernières années, parce que ça fait aussi 30 ans qu'on est dans le bio-GNV, hein, premier bus bio-GNV, prototype pré-série à Marquette à Lille en 1994. C'est qu'on aura besoin de ce mix et donc on développe en parallèle le diesel qui n'est pas encore tout à fait mort et qui va devoir passer Euro 7, les biocarburants liquides, le bio-GNV bien entendu, la solution électrique, l'hydrogène pile à combustible et l'hydrogène moteur à combustion interne pour le moment, et je ne sais pas si on va en rajouter, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Et je demande maintenant à Stéphane, donc, qui représente aujourd'hui Total Energy, donc une compagnie qu'on ne présente pas, historiquement un grand acteur, une major de ce qu'on appelait l'oil and gas, hein, c'est sous le nom de Total, mais qui a depuis quelques années modifié en profondeur sa stratégie, avec un nouveau nom qui illustre ce changement, ce tournant, Total Energy. Alors, chez Total Energy, on fait bien sûr des carburants traditionnels, mais j'imagine qu'il y a peut-être une place pour notre filière et notre carburant préféré, le bio-GNV. Merci Régis, mais j'ai l'impression que tu as un peu répondu à la question. Bon, tout le monde connaît Total Energy, c'est vrai, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'idées reçues. On est présent sur toutes les énergies. Dans la filière du GNV, du bio-GNV, de mes souvenirs depuis au moins une vingtaine d'années, alors c'était pas forcément en France, c'était en Allemagne, mais le concept de station multi-énergie, c'est un concept relativement ancien dans la compagnie. On est une compagnie qui a fortement accéléré, j'allais dire, toute sa stratégie et sa politique de décarbonation depuis la fin de 2020. D'où le changement de nom Total en Total Energy. C'est de l'ordre du symbole, mais le symbole est important. On est résolument engagé dans cette transition, à la fois dans la décarbonation de nos propres activités, mais le très très gros enjeu qui est notre scope 3, finalement, c'est la décarbonation de nos clients. Donc on est là pour essayer d'apporter toutes les solutions possibles qui sont disponibles, à la fois d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue économique. Dans la partie du GNV, bio-GNV, on est un groupe qui est de plus en plus intégré, puisqu'on est de plus en plus de biogaz. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un térawattheure de capacité installée, et d'ici à 2030, on devrait faire de l'ordre de x8 à x10. On croit beaucoup à la solution, puisqu'on est agnostique sur les modes. Ce qui nous semble important, c'est d'avoir un raisonnement en analyse de cycle de vie des produits, ce qui a largement été dit. On a aujourd'hui sur la partie distribution, puisque finalement ce qui est important c'est les infrastructures, on est surtout présent dans la partie station publique. On a un tout petit peu plus d'une quarantaine de stations, 41 exactement en France. On va monter vraisemblablement aux alentours de 45 d'ici au milieu de l'année prochaine.
courant Tu 2025. inclus Et avec AS24 ou c'est la marque Total Energy seulement ou... Et alors, on joue, entre guillemets, même si c'est pas un jeu, sur nos deux réseaux. On a à la fois un réseau à marque Total Energy bien connu du grand public, et puis on a un réseau dédié au monde du transport qui s'appuie sur la marque AS24. Et sur l'ensemble de nos réseaux, dans la logique de décarbonation et de stations multi-énergie, on a des projets de développement à la fois d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mais aussi de poursuivre en tous les cas nos développements sur la partie distribution GNV, bio-GNV, avec une offre sur la partie GNV, bio-GNV, en tous les cas d'avoir une offre à 50% de bio et d'avoir 100% de bio, et en poussant nos clients vers le 100% bio. Ça, c'est un point qui nous semble important. Il y a une adhésion qui est de plus en plus importante. Et il nous semble important de rentrer, comme ça a été dit précédemment lors de précédents échanges, des mécanismes, notamment de transposition de la RED via la TIRERT, puissent permettre d'avoir une pleine reconnaissance des molécules de biogaz au monde de la mobilité, et d'éviter, ou en tous les cas, d'avoir un modèle économique qui ne s'appuie plus du tout sur des modèles de subvention ou de tarifs publics d'achat de gaz. Je crois qu'il est important pour la filière d'avoir des modèles économiques pérennes, durables et de long terme de ce point de vue-là. Et j'allais dire d'un point de vue beaucoup plus général, et c'est en ça que la solution du GNV, bio-GNV, pour nous, remplit les cases les plus importantes. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, dans une logique de pouvoir abattre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible sur des solutions matures et disponibles actuellement, c'est que justement cette solution, à aujourd'hui, elle est disponible, elle est durable, et puis elle est abordable d'un point de vue économique. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les autres, et pour lesquelles il va falloir qu'on ait sans doute un petit peu plus de temps devant nous avant d'y arriver. Donc on croit beaucoup au bio-GNV, on le pousse beaucoup, et dans le mix énergétique, c'est une énergie qui nous semble essentielle. Merci beaucoup Stéphane. Donc après un grand constructeur engagé à nos côtés, un grand énergéticien, on va passer au monde du transport. D'abord au monde du transport de voyageurs avec une grande AOM, Île-de-France Mobilité, qui a rejoint France Mobilité Biogaz cette année. Et Jérémy, donc tu as une casquette double de veiller sur l'environnement, de gérer la transition énergétique et écologique des transports de la région et en même temps de suivre la performance. Qu'est-ce que ça t'inspire, ou plutôt qu'est-ce que le bio-GNV représente dans ta vision pour répondre à vos cas d'usage chez IDFM? Eh bien, je dirais que le biogaz, et que nous on appelle biométhane, et je fais tout de suite une petite parenthèse, quand on commençait à parler de biogaz sur nos véhicules, à partir de 2022, on nous rétorquait gaz russe. Donc on a enlevé gaz et on a dit biométhane. Et depuis, ça se passe très bien. Et donc pour répondre à la question, sans le biométhane, on n'irait pas aussi vite qu'on va sur la transition énergétique des bus et autocars d'Île-de-France sur les lignes de transport public. Quand on a démarré en 2018, on avait une feuille blanche. Les élus nous demandaient d'accélérer, c'est le titre de la délibération, accélération de la transition énergétique des autobus et autocars en Île-de-France. Donc comment on accélère quand on a une feuille blanche? On avait deux énergies connues à l'époque, l'électrique, émergente, et le GNV, largement éprouvé. On a pris cette feuille blanche, on a tracé une feuille au milieu, on a mis les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre. La balance a vite penché d'un côté, et vous devinez lequel. Et donc on y est allé à fond. On s'est très vite rendu compte qu'on allait donc non seulement vite, mais la conversion GNV biométhane coûte moins cher, aussi bien en infrastructure qu'en véhicule, parce que quand on convertit une flotte de véhicules lourds, il y a la partie infrastructure. Il faut amener ces nouvelles énergies dans nos dépôts de bus, et ensuite il faut acheter les véhicules qui vont bien. Et des véhicules qui soient gaz ou électriques, ils coûtent nettement plus cher que des véhicules diesel. Donc la transition énergétique a un prix, a un coût. Et quand on choisit le biométhane, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et partout que si on le faisait tout en électrique. Donc finalement, 6 ans après avoir lancé notre transition énergétique, on se dit que cette marche de la transition énergétique, elle est haute, mais elle est beaucoup plus accessible avec le biométhane.
Et je faisais un petit calcul avant de venir. Aujourd'hui, sur notre flotte régionale qui est d'à peu près 11 000 véhicules, on a déjà 2400 véhicules biométhane et 1100 électriques. Si on avait décidé de tout faire à l'électrique, eh bien on n'aurait au total que 2500 véhicules, parce que le surcoût de l'électrique par rapport aux véhicules gaz, il est tel qu'on serait allé beaucoup moins vite. Et là, je parle en véhicules, mais je ne parle même pas en infrastructure. Parce que le coût de conversion des dépôts à l'électrique, à la place, c'est à peu près 2 fois plus cher sur l'élec que sur le gaz. Donc si on veut aller vite, et c'est l'objectif que nos élus nous ont fixé, eh bien le gaz a toute sa place. Et tout à l'heure, on parlait des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc les transports ont été, on est assez fiers de le dire, l'un des 3 volets qui a contribué à la réussite de ces Jeux. On a pour ça aménagé un dépôt de bus provisoire de 900 places à Aulnay-sous-Bois. Et évidemment, le CIO, le comité d'organisation Paris 2024, voulait des jeux propres. Et la partie transport, évidemment, était un pilier de ces jeux propres. Et quand on s'est posé la question de quel véhicule utiliser, quelle énergie utiliser, on a vite compris qu'on n'installerait pas 900 chargeurs électriques à Aulnay pour les garder 3 mois, au prix où c'est, et que, vu le besoin de transport que nous fixait Paris 2024, avec des services tous azimuts, des amplitudes de services très vastes, on n'était pas sûr que des bus électriques puissent couvrir le besoin. On s'est largement reposé sur les bus au gaz, et ils ont rempli la mission. Par contre, pour les prochains, les Los Angeles, les Melbourne et les suivants, s'ils ont tout en électrique, je leur souhaite bon courage. Merci beaucoup, Jérémy. Et alors, last but not least, on va demander à Christophe de nous dire sa vision du côté de la Poste, qui évidemment a à répondre à des cas d'usage bien différents de ceux d'IDFM, mais je devine qu'il y a quand même quelques similitudes dans l'analyse par rapport au bio-GNV. Oui, ben il a parlé de cas d'usage à la fin. Effectivement, nous, on a travaillé notre feuille de route en 2021. On l'a fixé à ce moment-là, et puis en même temps, le groupe a décidé de décarboner 100% en 2040. Enfin, en tout cas, bas carbone, puisque c'est effectivement, il reste toujours 10% qu'il faudra traiter. Donc 2030, on s'est fixé un cap à 50% d'énergie bas carbone, en partant finalement que en 2022, concrètement. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait faire notre feuille de route, et moi j'ai entendu énormément le mot mix. Et ça, c'est le premier truc qu'on a écrit en 2021, c'est un mix énergétique. Parce qu'on a tout de suite vu avec nos cas d'usage très différents, c'est-à-dire du petit porteur qui fait du petit local, quelques centaines de kilomètres par semaine, à des liaisons qui font 500 000 kilomètres par an, que c'est pas du tout les mêmes cas d'usage, avec de la SMI, des caisses mobiles, donc avec des longueurs très importantes, des semi-double pont, du tout petit porteur pour rentrer dans Paris ou dans des établissements de logistique urbaine. On a vraiment des cas d'usage complètement opposés, et c'est bien pour ça que nous, le mix est indispensable. Et on a bien vu que si on le faisait pas, si on prenait pas le mix, on n'y arriverait pas. Et dans ce mix, on s'est très vite rendu compte, en regardant dans le détail, tout ce qui a été dit aujourd'hui, je fais que répéter, c'est que de toute façon, si on s'appuyait pas sur du bio-GNV, moi je parle que de bio-GNV, ça fait longtemps que j'ai banni le mot GNV, bio-GNV vraiment tout le temps, parce que c'est essentiel de le présenter comme ça. Si on s'appuyait pas sur du bio-GNV en priorité, on ferait rien avant 2030. Je sais pas ce que deviendra l'électrique à terme. Je sais où ça en est aujourd'hui. On en parlait avec Clément tout à l'heure. Voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Le cas d'usage répond pas. Les prix sont totalement disproportionnés. Voilà, on en a un certain nombre. J'ai une vingtaine de poids lourds électriques. Ça représente 0,1% de mes kilomètres. Voilà, et aujourd'hui, dans mes, on va dire 12% de kilomètres décarbonés qu'on fera cette année, on est à 14 là en ce moment en tendance, parce qu'on monte comme ça, sur 300 millions de kilomètres, donc c'est à peu près 37 millions de kilomètres décarbonés. Aujourd'hui, le bio-GNV, c'est 50% de notre décarbonation. Le reste, c'est principalement du B100 et puis du HVO. Parce que on n'a pas trop le choix à certains endroits, mais là on va continuer d'accélérer sur le biogaz. Alors on évoquait avec Clément un truc qui me disait mais c'est bien de pouvoir continuer dans le contexte d'aujourd'hui. C'est vrai que le contexte économique d'aujourd'hui, je m'en rends même pas vraiment compte
Pourquoi ? Parce que nous, on a fait énormément d'économies, on rend une copie, on baisse les coûts de transport, parce qu'on a énormément travaillé sur la partie économie de kilomètres. On transporte en caisse mobile, du vrac, rangé. On a travaillé avec aussi des fonctions de hub qui nous ont permis d'économiser des kilomètres, d'augmenter notre taux de remplissage. Donc j'ai tellement gagné sur mes coûts de transport que finalement l'investissement que je fais en décarbonation, qui coûte quand même un petit peu, on va dire 3 points quand on met du biocarburant sur le TCO, au moins 8 points sur du bio-GNV quand même. Faut se le payer dans le contexte actuel. Hein. Ça, on le fait parce que j'ai tellement gagné de l'autre côté que je rends une copie positive. Donc finalement, personne ne m'embête. Mais on a cette chance-là pendant 2 ans d'avoir fait ces économies-là. Mais sinon, aujourd'hui, effectivement, le contexte économique fait que pour beaucoup de chargeurs, ça devient compliqué de continuer de décarboner. Nous, on sort pas de notre feuille de route à cause de ça. On continue. On fait investir avec des énergéticiens, 2 principaux énergéticiens, des stations publiques dans lesquelles on négocie du prix et on négocie en contrepartie de volume. Hein. On fait ouvrir 4 stations l'année prochaine biogaz, 4 en 2026. On en a encore 4 autres en perspective qui vont nous permettre là de décarboner et de passer nos contrats de transport en bio-GNC obligatoire avec nos partenaires au fur et à mesure que ces stations sont disponibles. Sachant que quand j'ai une station, ça ne me suffit pas, il en faut 2, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une station qui ne marche pas, et ça peut arriver. Donc il y a aussi le phénomène de redondance qui est indispensable dans les plans de transport.